Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, postdoctorat en biologie pour La Science te parle. Aujourd'hui, on va parler du film du moment, Don't Look Up, qui est sorti le 24 décembre sur Netflix, film du réalisateur McKay. Alors McKay avait déjà fait The Big Short et je trouve que la réalisation déjà est assez similaire à The Big Short, mais je ne vais pas vous parler ici du film comme réalisation ou comme technique de comédien, même si je vais parler du jeu des comédiens bien évidemment, mais je vais parler de l'aspect scientifique parce que beaucoup ont crié au génie et je trouve que ce film est presque plus anti-science que pro-science et je vais vous expliquer pourquoi, même si bien évidemment la question se pose. Je vais juste ici d'abord relever quelque chose, c'est Salomé Saké qui dit que c'est un film bouleversant de réalisme. Alors si vous ne connaissez pas Salomé Saké, c'est une journaliste pour le média Blast que j'aime beaucoup et qui fait beaucoup d'économie et qui parle beaucoup de science aussi. Vous savez qu'à Blast, ils sont très proches de l'écologie. Et elle dit film bouleversant de réalisme et c'est justement là-dessus que je veux faire ma vidéo. Est-ce que c'est réaliste? La première critique que je vais faire, ce n'est pas sur le film, c'est sur les écolos, les écologistes, qui soient journalistes ou qui soient militants, qui ont parlé du génie de ce film. Je rappelle que ce film est financé par Netflix, il est sur la plateforme Netflix. Nous savons que Netflix est le site qui utilise le plus de bandes passantes internet, c'est-à-dire c'est le site qui pollue le plus au monde. Et lorsque des écologistes vous disent qu'un film Netflix est superbe et qu'il faut le regarder, qu'ils vous encouragent à le voir, finalement ils vous encouragent aussi à polluer. C'est un petit paradoxe. Le second point, c'est que ce film va beaucoup parler du capitalisme. Or, Netflix est l'une des plus grandes sociétés capitalistiques au monde. Et là encore, je trouve qu'il y a un petit paradoxe. Sortons de ce paradoxe et parlons maintenant du jeu des acteurs. Nous avons dit que McKay était le réalisateur de The Big Short. J'ai dit que la réalisation était similaire parce que vous avez des allers-retours dans le présent, le futur. Vous avez des sortes de slow motion assez rapides où vous avez des arrêts sur image avant de passer à une autre scène. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ça fait assez moderne comme réalisation. Au niveau du jeu d'acteurs, beaucoup ont dit que les acteurs étaient très justes. Alors j'ai trouvé Leonardo DiCaprio très juste dans ce rôle de scientifique. J'ai trouvé Jennifer Lawrence très juste aussi, même si c'est caricatural de ce qu'est une étudiante en thèse. Ça fait assez années 2000, je trouve. Mais ça, c'est mon opinion scientifique. Par contre, j'ai trouvé Meryl Streep un peu en dessous. Elle le cabotine un peu dans le film. Son rôle rappelle un petit peu celui qu'elle avait dans La mort vous va si bien. Et ce type de rôle-là, je trouve, ne lui convient pas parfaitement. Elle est obligée d'en faire des caisses et ça joue un peu faux, si vous voulez. Alors, Meryl Streep joue la présidente des États-Unis. Elle est la Donald Trump, en fait, assez moderne, la présidente anti-science qui ne comprend pas ce qu'est la science avec le corps d'Hillary Clinton. Et d'ailleurs, il y a une photo d'elle avec Bill Clinton qui rappelle un peu le fait que le réalisateur a voulu un peu représenter Donald Trump avec le corps d'Hillary Clinton, une sorte de mélange des deux. Jonah Hill, par contre, est excellentissime dans ce film. Et pour moi, le meilleur acteur, c'est Timothée Chalamet, qui a un petit rôle, mais qui joue vraiment très juste. Donc ça, c'est un peu pour les rôles et pour la réalisation. Maintenant, on va parler du côté scientifique. L'histoire, c'est quoi? C'est une jeune doctorante en astronomie qui voit qu'il y a une comète qui fait entre 5 et 10 km de large qui va s'écraser sur la Terre dans 6 mois et 14 jours. Et son directeur de thèse fait d'ailleurs les calculs orbitaux et voit qu'il y a 6 mois et 14 jours. Ils vont appeler la NASA qui va les mettre en contact avec une autre organisation. Le type va regarder ces calculs et dire oui, ils sont justes. Et donc, ils vont essayer de contacter la présidence des États-Unis pour dire il faut faire quelque chose. Et c'est là où le film insiste sur le fait que les politiques ne prennent pas en compte suffisamment les données scientifiques pour agir. Et bien sûr, on va parler du réchauffement climatique ici, puisque le film, nous le savons, et McKay nous l'a dit, le réalisateur veut parler du réchauffement climatique et de la catastrophe imminente. J'ai un problème déjà de départ ici, c'est que si les calculs ont été vérifiés par un seul autre physicien et astrophysicien qui est directeur d'une agence, ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de revue directe par les pairs. Et donc ça, c'est un premier faux pas en fait dans le film, c'est que on parle beaucoup de revues par les pairs, notamment au niveau de l'industrie, mais déjà les calculs de l'académie ne sont pas dans un premier temps, ils le seront plus tard dans le film, mais pas dans un premier temps au moment où ils vont voir la présidente des États-Unis revue par les pairs. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait voilà, ce petit décalage entre ce qui est réellement la science et ce que le film veut montrer. Donc on a ce petit décalage-là. Bien sûr, les scientifiques ne seront pas écoutés par la présidence des États-Unis et par ses conseillers, et ils vont passer dans les médias. Et là, il y a des séquences qui sont extrêmement intéressantes, et c'est ce dont je vous avais parlé sur la chaîne, c'est le temps des médias et le temps scientifique. On voit qu'il y a deux temps totalement différents entre les médias et la science. Les médias veulent prendre leur temps, développer, etc. La science dit parfois il faut aller vite.
voilà, nous avons telle donnée, les médias ne comprennent pas forcément telle donnée, et surtout il y a des actualités. Ici, on a par exemple un juge de la Cour suprême, on a une chanteuse qui se sépare de son conjoint, etc. Et ça, c'est le temps médiatique, c'est-à-dire que la personne pour la Cour suprême et les scandales sexuels qui a trait sur lui sont prioritaires. Ensuite vient le divorce ou la séparation d'une chanteuse qui est jouée par Ariana Grande avec son conjoint, et ensuite viendra le niveau scientifique et les données scientifiques. Donc ce temps de médias est très bien représenté. Beaucoup ont dit, voyez, en fait, ce film dénonce comment les médias traitent l'actualité et la hiérarchisation de l'actualité. Il le traite en effet, mais il y avait un film qui est beaucoup plus vieux, qui a 25 ou 30 ans, qui le traitait encore au mieux parce que de manière sérieuse, c'était Welcome to Sarajevo, où des journalistes qui étaient à Sarajevo, essayaient d'expliquer ce qui s'y passait. On était au tout début de la guerre et les médias parlaient du mariage de Lady Di et du prince Charles et ne voulaient pas parler de la guerre à Sarajevo. Donc je vous invite à voir ce film Welcome to Sarajevo parce que c'est mieux traité. Dans le film Don't Look Up, c'est traité mais de manière assez ironique et parfois on se perd un peu. Au niveau scientifique, là où il y a aussi une erreur, c'est que donc les deux scientifiques qui vont présenter dans les médias les risques qu'il y a de cette comète sont un peu présentés comme des complotistes. Et là, les complotistes d'ailleurs sur Internet ont beaucoup joué là-dessus en disant, vous voyez, ils sont minoritaires et ils ont raison. En fait, le film montre ça difficilement, c'est qu'ils sont minoritaires au début, et ensuite, ils sont majoritaires. Mais si l'on se concentre sur la première partie du film, on peut donner raison finalement aux complotistes contre la Covid. Et c'est là aussi où le film montre à voir ce que l'on a envie de voir. Si l'on comprend que le film joue sur le réchauffement climatique, alors on sait qu'au début, ils étaient minoritaires, ceux qui disaient qu'il y avait un réchauffement climatique notamment dû au fait qu'on utilisait des hydrocarbures, et ils sont devenus majoritaires par la suite. Si on prend la Covid et si on se focalise là-dessus, et beaucoup de gens sur Internet sont focalisés là-dessus, alors le film donne raison aux complotistes. Et c'est là où il y a un petit biais aussi dans le film, c'est de ne pas montrer que les calculs ont été peer-reviewés et de ne pas avoir des scènes, si vous voulez, où vous voyez des dizaines de scientifiques qui sont en train de vérifier les calculs et de chercher, de refaire des théories, etc. Là, on aurait montré, peut-être même montré un congrès scientifique, ça aurait permis en fait de montrer que la science et le consensus scientifique vient de refaits de calcul, de vérification de publication. On parle de publication dans ce film, mais en aucun cas les données sur la comète ne sont publiées. D'ailleurs, il est dit au début du film que ça fait longtemps que le chercheur, le docteur qui est directeur de thèse de Jennifer Lawrence, dont j'ai oublié le nom, n'a pas publié depuis longtemps. Et ça manque un peu, ce congrès scientifique, ces confrontations de publication, la publication elle-même, l'écriture de la publication. Il aurait peut-être fallu avoir 3-4 minutes dans le film qui vous montrent tout ça, et donc on aurait montré ce qu'est un consensus scientifique. Là, il y a une sorte d'imposition du consensus sans qu'on comprenne vraiment d'où ils viennent. Et c'est là où je dis que le film est presque anti-science de ce point de vue-là, parce qu'un complotiste peut se retrouver là-dedans et dire « nous avons raison et nous sommes minoritaires, mais nous avons toujours raison ». Le second point que je trouve, enfin le troisième point que je trouve un peu désolant au niveau de la science, c'est la directrice de la NASA. Lorsque le scientifique joué par Leonardo DiCaprio, donc qui est chercheur, qui est directeur de thèse, qui est directeur sans doute de son laboratoire, qui est professeur à l'université du Michigan, s'oppose aux données et s'oppose au dire de la directrice de la NASA, qui elle dit qu'il n'y a pas vraiment de danger pour cette comète, il est dit à un moment donné qu'elle n'est pas scientifique. Je crois qu'elle est esthéticienne, quelque chose comme ça. Elle n'est pas scientifique. Et là encore, ça donne raison aussi aux complotistes. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, oui, mais vous regardez, les directeurs des grands instituts ne sont pas des scientifiques. Ce qui, dans la réalité, est totalement faux. Les directeurs de grands instituts sont des scientifiques. Ils deviennent bien sûr politiques parce que directeurs de grands instituts, comme l'INSEAD, par exemple, en France, ou le CNRS, mais ce sont des scientifiques. Et donc, ils sont à même de juger les calculs. Et ils ne s'opposent pas facilement à des scientifiques s'ils n'ont pas la conviction et s'ils n'ont pas refait les calculs. Et ici, c'est le cas, elle s'oppose dans un premier temps aux scientifiques alors qu'elle n'est pas elle-même scientifique. Et donc ça donne raison quelque part aux complotistes alors que dans la réalité, ça n'est pas du tout le cas. Et là on voit donc bouleversant de réalisme, il y a quelque chose au niveau de la publication qui ne joue pas, quelque chose au niveau de la direction de la NASA qui ne joue pas, quelque chose au niveau du reviewing par les pairs qui ne joue pas. Quatrième point, c'est justement le reviewing par les pairs dans l'industrie. Pourquoi je parle d'industrie? Parce que dans le film, il y a Dash. Dash, c'est une industrie de téléphonie qui ressemble assez à Apple, mais c'est un mélange aussi le patron d'Elon Musk et de Steve Jobs. Et c'est montré ça, en fait. Le fait que l'homme veut utiliser cette comète, il dit qu'il y a 140 000 milliards de métaux précieux sur cette comète, veut utiliser cette comète à son propre bénéfice, en disant que, bien sûr,
les bénéfices de la technologie, outre le fait qu'elles permettront à la Terre de survivre, permettront de diminuer, voire de supprimer totalement la pauvreté. Et le scientifique joué par Leonardo DiCaprio dit à un moment donné, il n'y a pas eu de reviewing par les pairs. Je rappelle que dans l'industrie pharma, dans l'industrie, bien sûr je parle d'industrie pharma parce que je suis biologiste, mais dans l'industrie, la façon de faire de la science est légèrement différente de ce que l'on peut avoir dans l'académique. Le reviewing par les pairs se fait surtout au niveau de la publication, pas forcément au niveau des calculs des ingénieurs. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque Elon Musk a mis sa Tesla en orbite, il n'y a pas eu de vérification par le public. C'est l'industriel qui a mis en orbite sa Tesla avec les calculs qui ont été faits au sein de son industrie. Il n'y a publication par les pairs. Lors de la publication, il y a publication dans les pairs lorsque un produit, par exemple comme un vaccin, est mis sur le marché. Là, oui. Mais lorsque c'est un industriel qui veut envoyer des drones dans l'espace pour récupérer des matériaux sur une comète, il n'y a pas de vérification par les pairs. Et là aussi, on n'est pas dans le bouleversant de réalisme, comme dit Salomé Saké, parce que justement, on a une différence entre la recherche scientifique académique et la recherche scientifique industrielle. Donc là, j'ai trouvé que bien sûr, on dénonce le capitalisme sur le réchauffement climatique, et il faut dénoncer la vision du capitalisme sur le réchauffement climatique, mais par rapport au reviewing par les pairs, il y a là un décalage avec la réalité scientifique. Le cinquième point, c'est la place des femmes dans la science. Jennifer Lawrence joue une étudiante en thèse très brillante, même si caricaturale très brillante, qui va donner, alors le nom de la comète c'est Debratsky, qui va donner son nom à la comète parce qu'elle a découvert cette comète. Cependant, c'est un homme qui va, dans les médias, donc joué par Leonardo DiCaprio, son directeur de thèse, qui va indiquer qu'on a découvert cette comète et qui va donner le message à l'humanité. On va le voir dans les médias, etc., alors que cette fille n'est passée qu'une seule fois dans les médias. Et beaucoup ont vu ici le déclassement des sciences des femmes dans la science. Mais cette vision, en fait, des femmes dans la science, c'est une vision qui date des années 60-70, peut-être début 80, mais ça fait longtemps que l'on insère les femmes dans la science, qu'elles donnent leur nom. D'ailleurs, les prix Nobel sont souvent maintenant donnés à des femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de différence entre les hommes et les femmes. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur les biais en recherche biomédicale et nous approfondirons ce sujet, mais je trouve qu'il y a une caricature aussi un peu dans le film parce que la société scientifique, le monde scientifique a évolué, le film n'a pas évolué avec elle et on a l'impression en fait qu'on est toujours dans les années 60, 70, 80 avec cette place des femmes qui n'était pas la bonne. Et donc voilà, il y a ce décalage entre la perception du film et la réalité scientifique. J'ai à peu près fini sur ça. Je vais juste donner quelques petites choses qui m'ont aussi un peu fait rire. Pour le son, c'est Skywalker Sound de la société. Voilà, comme on parle d'espace, je trouve que c'est un peu rigolo. Et un des techniciens des effets spéciaux, c'est un peu Philip Morris. Et pourquoi est-ce que je trouve rigolo? Parce que vous savez que pour le tabac, c'est Philip Morris aussi qui a beaucoup fait de la désinformation scientifique, on va dire ça, sur le tabagisme. Et donc c'est assez marrant, je trouve, un petit clin d'œil qu'un des techniciens des effets spéciaux s'appelle Philip Morris. Donc voilà ma vision du film et voilà ce que je voulais donner. Donc il est important ce film parce qu'il parle du réchauffement climatique, il parle du fait que les scientifiques initialement n'étaient pas écoutés et que maintenant s'ils sont écoutés, il n'y a pas de prise de conscience politique pour la gestion du problème et que l'industrie est derrière les politiques pour dire il faut faire ceci et cela. Je vais rappeler quand même une chose et qui me semble importante, qui n'est pas indiquée dans le film, c'est que la recherche académique et la recherche industrielle travaillent de concert en Europe et aux États-Unis, doivent travailler de concert parce que c'est important. L'académique paye souvent assez peu ses chercheurs et donc les industriels récupèrent parmi les meilleurs chercheurs pour leurs produits qui viennent souvent de l'académique, mais l'académique a assez peu de postes et assez peu de moyens. Et ça n'est pas dénoncé dans le film. On parle de l'industrie comme du grand méchant, mais ce qui n'est pas dénoncé dans le film, c'est le faible salaire des chercheurs dans l'académique et le peu de postes qu'il y a dans l'académique. Et j'aurais aimé que ce film aussi aborde cette thématique-là, si l'on voulait rester cohérent dans la science. Et donc, il ne faut pas voir l'industrie comme le grand méchant. L'industrie travaille de concert avec l'académique, souvent finance des projets qui se font au sein de l'académique. On a besoin des deux types de recherche, on a besoin des deux types de financement. Donc, il ne faut pas, et je le dis souvent sur cette chaîne, opposer l'un à l'autre. Le dernier point sur le film qui n'est pas scientifique, c'est que ça se termine sur la scène. Alors, il y a bien sûr une séquence post-générique un peu comme dans Marvel, mais ça se termine sur la scène C-E-N-E. Donc la scène un peu christique avec Leonardo DiCaprio en chef de famille, avec sa famille, Jennifer Lawrence et Timothée Chalamet en face. Et Leonardo DiCaprio qui dans ce film avec la barbe, etc., joue un peu
un rôle messianique, hein, ce rôle messianique, et puis à la fin ils se retrouvent tous pour la fin du monde, puisque le film se termine sur la destruction de toute vie sur Terre, et donc la fin du monde. Et il y a un peu cette dimension religieuse où lorsque la science faillit, on retourne vers la religion, et c'est un peu aussi le message, je crois, en filigrane du film. Lorsque la science faillit, on retourne vers la religion. Alors c'est à nous à faire en sorte que la science ne soit pas un défaut sur le réchauffement climatique. Je remercie également tous les mécènes qui soutiennent cette chaîne. Vous aurez le nom en description parce que je suis en vacances et que je ne vais pas monter cette vidéo. Je remercie mon cadreur Guillaume. Pour une fois, j'ai un cadreur, donc merci à lui. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire ce que vous en pensez, de cliquer sur la cloche pour recevoir la dernière notification et de partager la vidéo. Merci, au revoir.